Et ben, du coup, c'est parti. Donc, bienvenue à la conférence sur le slow business. On va voir un petit peu en détail ce qu'il en est, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, pourquoi, est-ce que vous devriez faire attention, etc. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc, désolé, je suis de ces personnes-là. Je suis consultante en communication digitale et marketing éthique. Donc, je travaille en freelance pour les structures de l'ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est tout ce qui est association, fondation, entreprise avec des valeurs, etc. Hum, à côté de ça, donc je suis dans la communication depuis 2013, je suis à mon compte depuis 2017 et j'ai lancé mes formations en ligne l'année dernière. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est que je suis une fervente adepte du slow business et digital nomade, c'est-à-dire qu'en fait je travaille en voyageant ou je voyage en travaillant comme on préfère. Et si vous voulez me suivre, me taguer ou poursuivre les échanges ensuite, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur Twitter. Et un petit point important à faire avant le début de cette conférence, c'est que je ne détiens pas la vérité absolue, dans le sens où en fait, ce que je vous partage là, en fait, le but de cette conférence, c'est vraiment de vous inspirer et de vous partager ce que j'ai pu expérimenter et vous partager mes connaissances. Je ne détiens pas la vérité absolue et surtout, en fait, ce que je vais vous présenter là, c'est en fonction de mon expérience. Donc c'est mon expérience avec mes choix, mes conditions, etc. Donc j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants, j'ai fait le choix de me mettre en freelance, etc. Donc forcément, tout ce que je vais vous dire ne va pas s'appliquer forcément à vous, mais j'espère que vous pourrez en tirer quelque chose et vous inspirer en fait de ce partage-là. On commence par une introduction sur le mouvement slow. Alors, comment est-ce que j'ai commencé à m'intéresser au mouvement slow? Peut-être que vous avez vu passer ce tweet qui commence à dater un petit peu, quand un entrepreneur a décidé de se nourrir exclusivement de feed, donc qui est de la poudre, dans l'optique de gagner 30 heures par mois pour travailler plus. Voilà, donc ça a fait son petit buzz sur Twitter. On a eu des réponses de type voilà, ne chiez plus, chier c'est du temps perdu, ce genre de choses. Et en fait, ça me fait une parfaite transition pour introduire le mouvement slow. Le slow movement, c'est quelque chose qui est né avec le mouvement slow food en 1986, quand en fait ils ont voulu construire un McDonald's sur une place à Rome, en Italie. Ce mouvement est né en fait pour promouvoir une alimentation qui soit plus bonne, qui soit propre et qui soit juste. Donc je vous ai mis un petit peu plus d'informations là. C'est vraiment promouvoir cette philosophie du plaisir, des valeurs qui sont importantes, comme mettre en avant le goût, le respect de la nature, promouvoir l'écologie, les petits producteurs locaux et productrices locales, etc. Donc on est vraiment sur retrouver le plaisir de bien manger et surtout en prenant le temps de savourer et d'en faire un vrai moment de partage. Donc en fait, on est complètement à l'opposé de notre petit CEO qui veut économiser du temps en mangeant moins bien. Et en fait, ce mouvement de slow food a donné naissance à énormément de slow movements différents. On a aussi bien les slow cities, on a le slow travel, on a le slow sex, le slow content. Enfin, on peut avoir du slow à toutes les sauces. Et le slow business, forcément, on en parlera après. Et en fait, à chaque fois, l'essence et le concept, c'est toujours le même, c'est qu'on préfère la qualité plutôt que la quantité et la vitesse d'exécution. Et on prend le temps. Donc c'est pour faire bien, pour faire mieux et pour mieux en profiter. Typiquement le slow travel. On va préférer prendre un train plutôt que la vitesse avec la voiture, etc. Et à chaque fois, l'objectif, c'est du coup d'avoir plus de plaisir, prendre plus de plaisir dans ce qu'on fait. Et donc pourquoi est-ce que je me suis intéressée au slow business, comme je vous en parlais? Peut-être est-ce que vous allez vous reconnaître dans cette phrase qui dit que faites ce que vous voulez, c'est la maxime bien connue, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, et vous ne travaillerez pas un jour dans votre vie. En fait, la vérité, c'est faites ce que vous aimez, et vous travaillerez super fort avec aucune limite et ce sera super compliqué. Ou peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, ou un tweet du coup qui dit « C'est très dur de se sortir du burn-out parce que quand vous êtes dedans et vous vous demandez comment est-ce que je peux m'enlever un peu de stress, la seule réponse que vous avez en fait, c'est la seule chose qui me soulagerait, c'est de finir ce travail et donc travailler plus. » Donc effectivement, comment est-ce que j'en suis arrivée là? C'est parce que j'ai fait plusieurs petits burn-out, plus ou moins petits, à pas dormir, pas manger, à être malade tout le temps, etc., qui a été causé par plein de petites choses que vous connaissez probablement. On a le fait d'être tout le temps suroccupé tout le temps,
de travailler H24, d'être connecté en permanence, tous les burn-out, bore-out et brown-out. La FOMO, c'est la fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose, et ça s'applique à beaucoup de choses, que ce soit des événements, que ce soit des conférences, que ce soit des rendez-vous, des projets clients, clientes, etc. Et le syndrome de l'imposteur, qui est aussi bien trop connu de nous. Alors qu'on sait que la vraie vie, c'est ça, c'est soit on est constamment en train de mourir sous la tonne de travail qu'on a, soit on n'a pas assez de travail et on est en train de se remettre en cause en se disant qu'on va mourir parce qu'on n'a pas assez de rentrée d'argent. Donc, la première étape en fait de mon chemin vers ce nouveau mode de vie slow business, ça a été d'abord une grosse déconstruction. Donc, ça a commencé par une remise en question personnelle, où j'ai dû me recentrer et vraiment me poser les questions de qu'est-ce que je voulais, de quoi est-ce que j'avais besoin dans ma vie. Et en fait, ça a été très compliqué de me poser ces questions-là en me disant qu'est-ce que moi je veux, pas en fonction de la pression sociale, en fonction de la comparaison que j'avais vis-à-vis des autres entrepreneurs ou des autres salariés. Donc la première étape, ça a été une grosse remise en question personnelle, effectivement, donc en me basant sur mes besoins à moi et en essayant d'exclure un maximum toutes les choses que j'avais intégrées mais qui n'étaient pas les miennes. Et ça a été le début de la mort du « il faut que », dans le sens où j'avais beaucoup d'impératifs que je me mettais, dans le sens où je me disais il faut absolument que je réponde le plus vite possible à mes mails, il faut que je fasse tous les événements de networking possibles, il faut que j'aille plus vite, enfin voilà, tous ces « il faut que » qui au final, il s'est avéré que non, c'était pas vraiment c'était pas vraiment des impératifs, c'était pas des « il faut que ». Je n'avais pas besoin de faire tous ces événements, j'avais pas besoin d'aller plus vite, je ne mourrais pas demain si je faisais pas tout ça en fait. Donc au final, ça a été la compréhension de chacun et chacune. On a nos besoins, on a vraiment nos propres besoins et tout le monde est différent et fonctionne différemment. Ça paraît un peu bête à dire, mais c'est super important et c'est pas si simple que ça à vraiment intérioriser et l'intégrer dans notre vie tous les jours. Ensuite, la deuxième gros souci que j'avais et que j'ai dû déconstruire, en fait, c'était un besoin d'équilibre entre mes différentes vies, qu'elles soient pro, perso, familiale, associative, etc. Et me rendre compte que être super occupé tout le temps et être disponible pour personne et pour rien, c'est pas cool et c'est pas bien à faire. Et j'ai travaillé en fait à essayer d'avoir une nouvelle vision du travail, comme quoi le travail ce n'est pas la vie. Tout ça je vous le détaille, on en parle juste après, je vous donne un peu plus d'infos là-dessus. Et en fait, au final, avec cette petite déconstruction, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'étais en train de vivre, ça me rendait pas heureuse, que c'était pas ce que je voulais, c'était ce que les autres et ce que la société voulait, mais c'était pas ce que moi je voulais et ce dont j'avais besoin. Et puis qu'avoir du succès, ça me rendait pas heureuse et c'était pas du tout intéressant pour moi. Donc, toujours dans la déconstruction, je vous parlais de la nouvelle vision du travail, une vision du travail plus slow. Et ça commence par ça en fait. Vous n'êtes pas votre job. Votre job ne définit pas votre valeur et, très important quand on est entrepreneur, votre job n'est pas votre enfant. Et en fait, avec ça, j'ai réussi à développer une vision du travail qui est plus saine. Je vous l'illustre ici. En fait, on a l'entreprise qui, du coup, est mon GPS. Mon entreprise, c'est mon GPS. Et ma personne, donc mon corps et mon mental, c'est ma voiture. En fait, le GPS, l'entreprise, elle va m'indiquer par où est-ce que je dois passer. Et après, j'avance comme je veux. Elle me dit simplement, tu devrais aller vers là, etc. Mais j'avance comme je veux avec et je peux vivre sans. Et ensuite, on a le corps et le mental, donc la voiture, qui est à ménager. Il faut écouter les besoins de sa voiture. Si elle a besoin d'essence, de révision, etc., on est obligé de l'écouter. Et ça nous permet de profiter du voyage. Parce qu'en soi, si mon GPS, donc mon entreprise, me dit que je dois rouler à 160 km/h pour être en 5 heures à Berlin et qu'il faut que vraiment je grille les feux rouges, etc., ma voiture, mon corps, on ne tiendra pas. Les pneus vont cramer, ça va brûler, ça va être une horreur. Et en plus, moi, je ne profiterai pas du voyage et du paysage. Donc l'objectif, c'est d'écouter le GPS, mais de faire en fonction de sa voiture. Donc pour résumer ça, le but, c'est que ce soit notre entreprise et que notre travail, ça nous permette d'avoir un marathon durable et pas un sprint qui doit brûler ses baskets parce qu'on y va à fond.
Et donc, pour rappel, notre dernière déconstruction, si on résume un petit peu tout ça, on a 3 grands ennemis à abattre. Le premier, c'est nos croyances personnelles, donc les « il faut que », qui en général ne sont pas des « il faut que ». La comparaison aux autres en permanence, qu'on le veuille ou non, hein, avec les newsletters que les personnes nous envoient, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est de la comparaison pas voulue, quoi. Et enfin, les pensées limitantes intériorisées. Alors ça, je l'ai mis en petit parce que c'est un peu des gros mots. Mais c'est la société patriarcale et capitaliste qui nous ont appris en fait ces valeurs et on fait en fonction et on le nourrit. Et donc, on en arrive au slow business, qui est valable aussi pour les personnes salariées, entrepreneurs ou qui n'ont pas fait de burn-out. Hein. Le slow business, c'est vraiment le concept de travailler moins pour travailler mieux. Alors, si possible, travailler moins pour faire autre chose que du travail, mais si vous voulez travailler moins pour travailler plus sur d'autres choses, c'est possible aussi. Ça marche pour un peu tout. Donc, comment faire ? Eh bien, pour ça, il a fallu recentrer mes priorités et faire différemment. Et grâce à ça, j'ai développé cette superbe méthode de Mokkepötte ou la méthode Pokémon. Donc, on va les détailler, hein, chaque lettre. P pour faire des pauses, O ne pas être overbooké, Q se concentrer sur la qualité, s'écouter et s'accepter, et travailler moins. Tout ça pour plus de plaisir au travail. Alors, je commence par le travailler moins. Le plus gros changement que j'ai eu, ça a été de redéfinir ce qui était du travail. Parce qu'en fait, quand je prenais mon agenda, tout ce qui était formation, temps de veille, qu'est-ce qu'il y avait ? Les événements networking, les rendez-vous avec des partenaires, tout ça, pour moi, je ne considérais pas que c'était du travail. Alors, du coup, vous imaginez un petit peu l'agenda surbooké que j'avais et les semaines de folie que ça faisait. Et en fait, juste de redéfinir en me disant, ok, si c'est du travail, si c'est pour mon travail, c'est que c'est du travail. Et bien rien que ça m'a permis de me limiter en fait beaucoup sur plein de choses. Maintenant, j'essaye même de prendre en compte les temps de trajet. À partir du moment où je ne suis pas disponible pour autre chose, c'est que c'est pour mon travail. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Les temps de formation, les temps de veille, donc les temps de recherche sur notre secteur, les événements de networking, les soirées réseau, etc. Tout ça, c'est du temps de travail. Ensuite, ça a été important de se reposer les bonnes questions et recentrer ses priorités en me demandant qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que si j'y accorde du temps, ça veut dire que j'y donne de l'importance. Mais dans l'autre sens, en fait, c'est vrai aussi. Si je n'y accorde pas de temps, ça veut dire que pour moi, ce n'est pas important. Et est-ce que je voulais vraiment que ma famille, mes amis, mes partenaires voulaient que je pense qu'ils ne sont pas importants pour moi ? La réponse est non. Voilà. Donc il a fallu que je réapprenne un petit peu à organiser mon temps et où est-ce que je voulais y mettre du temps. Alors ça, c'est aussi vrai. En fait, j'ai tenu à le mettre. Le présentéisme, donc c'est un fléau français apparemment surtout. Et en fait, c'est aussi vrai pour les salariés, mais c'est aussi vrai pour les freelances. On a aussi le présentéisme en se disant oh là là, je peux pas arrêter de travailler aujourd'hui et j'ai fait que 1 heure de travail, c'est pas possible. Faut arrêter le présentéisme. Si vous avez fini ce que vous avez à faire, profitez-en. Si vous avez juste plus envie et vous ne sentez pas que vous pouvez travailler, arrêtez. Enfin, ça sert à rien de pousser. Et enfin, j'ai mis une petite règle. Quand tu as moins de quelque chose, tu y fais plus attention. C'est quelque chose qui marche pour beaucoup de choses et en fait, ça marche pour le temps aussi. Si on se donne moins de temps de travail, eh ben, on va essayer de faire en sorte que ce temps de travail soit plus productif et marche mieux. C'est ce que j'essaye d'appliquer pour certaines tâches où je sais que je pourrais passer la journée dessus. Je me mets un timer, je me donne une limite de temps. Et je sais qu'en général, la limite de temps est plutôt respectée, plus ou moins. Mais au lieu de prendre une journée, si je me dis que j'ai une journée pour faire une tâche, je sais que ça va prendre la journée. Alors que si je me dis, ok, tu as que 2 heures pour la faire, en général, ça tient plus ou moins les 2 heures. Ah oui, et enfin, attention à prendre en compte le temps de travail gratuit, qui est majoritairement féminin, mais tout ce qui est ménage à la maison, soin des personnes autour de vous, écoute de votre entourage, etc. Ça, c'est du travail aussi, c'est pas du temps pour vous. C'est pas un temps de repos, c'est pas un temps de recharge, etc. Donc, vous êtes la priorité et comptez aussi ce temps de travail-là. Ensuite, on passe au O pour ne pas être overbooké. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, hein, c'est pas important.
En premier, j'ai trouvé cette phrase en fait qui m'avait beaucoup marqué. Overcommitting is stressful, donc le fait d'être hyper occupé est super stressant. Et c'est important en fait de faire du tri dans ses engagements, donc en se recentrant sur ses priorités, comme je vous le disais juste avant, mais aussi en arrêtant avec les « il faut que ». Est-ce qu'il faut vraiment que tu sois à tous les événements possibles autour de toi ? Non, c'est pas possible, et puis c'est pas bien. Donc vous ne pouvez pas être partout, vous ne devez pas être partout. Et donc c'est très important de faire des choix. Quelque chose que j'ai mis en place qui est très bête, mais qui marche, c'est d'écrire les engagements optionnels au crayon de papier. Donc en fait, maintenant, tout ce qui est conférences, bon, pas les miennes, hein, mais conférences, événements networking, soirées réseau, etc., quand il y en a, je les note au crayon de papier. Comme ça, je ne culpabilise pas après si je n'y vais pas, si je ne les fais pas parce que je me sens pas bien, je suis fatiguée, il faut que je me repose, etc. Ensuite, un point important aussi, c'est de se prévoir des white space. Donc en fait, c'est se prévoir des deadlines plus larges. C'est prévoir du temps pour respirer, parce qu'il y a des choses imprévues qui arrivent, mais vous avez aussi besoin de ne pas être constamment dans le stress. Donc pour ça, c'est se prévoir, comme je vous disais, plus de temps pour les tâches, donc des deadlines qui sont plus larges, mais aussi entre les tâches. C'est super stressant d'avoir des rendez-vous collés les uns aux autres, et derrière, vous savez que vous devez courir pour aller prendre la voiture, pour aller à un autre rendez-vous, enfin voilà. Prévoyez-vous du temps. Vous avez le temps, faites-le. Et surtout, ce n'est pas mal vu d'être occupé. Quand j'ai des clients qui me demandent, des clients-clientes qui me demandent des rendez-vous du jour au lendemain, non, c'est pas possible. Si j'ai déjà un rendez-vous qui est prévu dans la semaine, je vais très bien pouvoir leur dire qu'on se recontacte la semaine prochaine. Enfin, ce n'est pas mal vu d'être occupé. Les gens le respectent très bien. Ensuite, acceptez de prioriser vos tâches. Alors, je vous donne deux petits tips qui, je pense, valent le coup. Le premier, c'est de regarder ses mails 2 fois par jour seulement. Donc, les temps les plus propices, c'est juste avant d'aller manger et soit en revenant de la pause déjeuner, soit juste avant de partir le soir. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous avez un temps qui est assez limité et vous ne perdez pas un temps monstrueux à répondre à tous les mails, à regarder toutes les newsletters, etc. C'est des courts temps où vous allez être concentré. Le reste du temps, en fait, vous allez être concentré sur vos tâches. Ça va être un temps de travail très productif. Et tout ce qui est interruption de mail, etc., vous le réservez juste pour juste avant le lunch ou juste avant de partir, etc. Et puis quand on voit apparaître dans ces mails des urgences clients, des choses qu'il faut absolument rendre, etc. Alors, je ne dis pas ça pour les médecins, mais en général, c'est rarement des urgences clients. Le client, en général, ne va pas mourir parce que vous ne répondez pas aux mails ou parce que vous ne pouvez pas être disponible pour finir le projet, etc. Donc, voilà, revoir un peu cette notion d'urgence client. Et ensuite, alors, c'était une TED Talk que je n'ai pas retrouvée pour mettre le lien, mais qui expliquait qu'en fait, on pouvait voir en fait tous notre journée comme un bocal où dedans on allait mettre, si on voulait mettre des cailloux, du gravier, du sable, si on essayait de mettre d'abord le sable, ensuite le gravier, ensuite les cailloux, tout n'allait pas rentrer dans notre bocal. Alors que si on mettait d'abord les gros cailloux, ensuite on met notre gravier, on secoue un peu le bocal, et en dernier on rajoute le sable, tout rentre dans son bocal. J'essaierai de vous retrouver le lien pour le mettre. Et en fait, le point important, c'était que les gros cailloux, c'est nos gros objectifs. C'est les tâches très importantes. C'est les objectifs long terme, la stratégie long terme. Ensuite, on a le gravier qui est urgent, important, mais qui ne sert pas les objectifs principaux. Et puis le sable, c'est tous les petits trucs du quotidien. C'est il faut absolument finir ce projet-là demain, etc. Ensuite, le temps tampon. Alors ça a été aussi assez salvateur. C'est de se prévoir une après-midi par semaine, si possible, ou par mois si c'est trop compliqué, pour gérer en fait tous ces imprévus. Donc c'est se bloquer, personnellement c'est tous les vendredis après-midi, je sais que si j'ai un imprévu, j'ai quelque chose à régler, etc., ce sera ce moment-là. Et que ce soit un imprévu pro ou perso d'ailleurs, ça marche pour les deux. Ensuite, Q pour la qualité, donc c'est ce dont je vous parlais au tout début, le slow business et les slow movements, c'est vraiment se concentrer sur la qualité plutôt que la rapidité et la quantité. Et ça marche pour tout. Ça marche aussi bien pour les tâches que pour les clients-clientes, et c'est très très vrai pour la clientèle, le nombre d'offres de services, mais aussi pour les outils de communication.
Typiquement, il y a la loi de Pareto qui vous dit il faut en fait analyser en fait ces supports, mais ça marche pour les tâches, les clientes, clients et ça marche vraiment pour tout. C'est analyser en fait vos 20% d'efforts qui produisent 80% des résultats. C'est vraiment pour les clients-clientes, je vous conseille de regarder ça. Ensuite, se limiter à 3 tâches max par jour. Pourquoi est-ce que j'impose les 3 tâches maximum par jour? Parce que ça permet de mieux réfléchir à ses priorités. On est plus serein et sereine pour réaliser ces tâches, parce qu'on sait qu'on a le temps et qu'une fois que c'est fait, on pourra souffler et passer à autre chose. Et pour ne plus culpabiliser sur les tâches zombies dans la to-do list. Les tâches zombies, vous savez, c'est les tâches que vous voyez tous les jours, que vous repoussez tous les jours constamment, et ça fait des mois que c'est là et vous n'allez pas le faire. Alors je vous annonce tout de suite, vous n'allez pas les faire. Soit vous allez les déléguer, soit vous allez les supprimer, mais vous avez peu de chances de les faire. Ensuite, se concentrer. Donc pour ça, il y a un outil magique qui est le mode ne pas déranger, que vous avez peut-être sur votre ordinateur et que vous avez sûrement sur votre téléphone, qui permet de ne pas recevoir de notifications, donc pas de téléphone, pas de mail, rien. Personnellement, j'ai aussi mis quelque chose en place qui est une sorte de hiérarchisation des contacts, dans le sens où si c'est pas important, les personnes vont me contacter pour le perso, par exemple, sur Messenger. Par contre, si c'est urgent, elles vont me contacter par téléphone. Voilà, ça permet de ne pas être dérangé outre mesure. Si c'est pas important, je pourrais y regarder plus tard dans la semaine quand il y a besoin. Ça marche aussi d'ailleurs avec les partenaires. Là, ce qu'on a mis en place avec mon copain, c'est qu'on a un logiciel de messagerie. Donc pendant qu'on travaille tous les deux dans le même appartement, mais dans des bureaux séparés, si on a des choses à se dire, on s'écrit là. Comme ça, on ne dérange pas l'autre personne. Oui, si vous avez des enfants à la maison, désolé pour vous, j'ai zéro info là-dessus. Ensuite, faire le tri dans les relations. Donc les relations, les clients, les tâches, dans tout. Il faut savoir dire non, parce que si vous dites oui à quelque chose qui vous semble un peu toxique, c'est que vous allez probablement attirer encore plus de choses comme ça. Donc protégez-vous là-dessus et n'hésitez pas à faire le tri. Ah oui, là je vous ai mis un petit lien. Faire peu et prendre le temps qu'il faut pour faire de la qualité durable, ça marche aussi pour vos outils de com. J'ai fait tout un article là-dessus, donc je vous ai mis le lien si ça vous intéresse parce que c'est super long et on me pose souvent la question de slow communication. Donc tout est là. Ensuite, on passe au P pour faire des pauses. Il faut vous forcer à prendre des pauses régulièrement. L'exemple le plus parlant, c'est quand vous passez des heures à vous prendre la tête sur un sujet, vous avancez pas, et puis vous allez prendre une douche 5 minutes, et là ça se débloque et vous voyez les choses autrement. Typiquement c'est ça en fait, vous avez besoin de pause, votre corps a besoin de pause. Un moyen un peu plus poussé pour faire des pauses, c'est ce que j'appelle la déconnexion totale digitale ou extraction totale. En gros, c'est un changement qui est très très fort, donc ça peut être aller dans une maison paumée en Ardèche sans internet, sans rien. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais vraiment, c'est important d'avoir plusieurs fois par an, autant que vous le pouvez et que vous en avez besoin, ce moment en fait pour vraiment reset et repartir sur d'autres bases, aérer votre cerveau et partir sur d'autres choses, quoi. Ensuite, avoir une vie à côté. Les loisirs, ce n'est pas être fainéant. Il ne faut surtout pas culpabiliser parce que vous avez des loisirs et des passions à côté et que vous passez du temps dessus. C'est du développement personnel et une chose très importante, c'est que si vous en avez besoin, c'est que votre business en a besoin aussi, ou votre job en a besoin aussi. Si vous n'êtes pas bien, votre job, votre travail, etc., n'ira pas bien après. Donc c'est super important que vous alliez bien. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite phrase, donc faites-en une priorité, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas, votre vie en dépend. Un petit point qu'on oublie aussi souvent, c'est de bien penser à savourer la réussite. Personnellement, c'est une fois par tous les ans. J'ai mis une date d'anniversaire pour mon entreprise et du coup, c'est pas un jour pour envoyer une newsletter pourrie à mes clientes en disant « Ouh, on a un an de plus », c'est pas très intéressant. Mais c'est un moment pour moi pour savourer la réussite, pour me féliciter et ça fait du bien. Alors, pour les personnes en burn-out et particulièrement pour les femmes, il y a ce livre-là que je vous recommande, The Secret to Unlocking the Stress Cycle, qui est vraiment top. Mais je ne vais pas trop avoir le temps d'en parler. Mais vraiment, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller lire ce livre.
Et pour revenir très rapidement et conclure un petit peu sur ce loisir is not lazy, se reposer, prendre du temps pour soi, travailler moins et faire une sieste, ce n'est pas être une ou un paresseux et ce n'est pas être une ou un loser. C'est important, vous en avez besoin, il faut le faire. Là, je vous ai mis des infos un petit peu sur ce dont je vous parlais juste avant sur le capitalisme intériorisé. Je vous ai mis un lien si vous voulez plus d'infos là-dessus. Et juste pour finir de vous convaincre, cette petite phrase que j'adore, même les chats font des siestes, est-ce que ça fait d'eux des sombres caca? Non. Voilà. Donc faites des siestes et reposez-vous. Et du coup, finalement, s'écouter et s'accepter. En fait, dans la nature, tout fonctionne par cycle. On va avoir des phases d'accélération et des phases de décélération. Que ce soit avec l'hibernation des animaux, le tempo dans la musique, les cycles hormonaux des hommes et des femmes, même si les hommes c'est plus long. Enfin, tout fonctionne par cycle. On a toujours cette phase d'accélération et de décélération. Et c'est pareil pour nous aussi. Donc ce qui est important, c'est d'accepter en fait qu'on ait ces phases-là et de ne pas toujours vouloir être dans l'accélération. Ce n'est pas possible. Pour accélérer, il faut forcément décélérer un moment. Donc, par rapport à ces cycles, il faut les accepter, les savourer et surtout ne pas culpabiliser vis-à-vis de ces phases de décélération. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus scientifique, du coup, il y a la loi Swoboda-Fliastecher qui dit qu'en gros, notre productivité n'est pas toujours la même selon le moment de la journée, de la semaine ou même de l'année. Et ça, c'est vraiment à vous, en fait, de vous écouter et de regarder ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Il faut vous faire confiance vis-à-vis de ça. Et ça ne sert à rien de forcer. Quand je parle de se faire confiance sur son ressenti, il faut vraiment vous écouter et l'accepter. En fait, ça va être pire. Si vous ne vous sentez pas bien pour travailler et que vous voulez quand même vous forcer à aller plus loin, ça va être pire. Le sentiment va être pire, le travail va être bâclé et vous, derrière, vous allez culpabiliser. Donc faites-vous confiance là-dessus et écoutez-vous et ne forcez pas. Alors, la chronobiologie, c'est en fait savoir comment est-ce qu'on fonctionne, de quoi est-ce qu'on a besoin, quand, comment, etc. Et ensuite, s'adapter. Adapter son travail, son planning, son organisation en fonction de ça. En fonction de ça, c'est tout. Hein. C'est ce que je vous ai mis là, la personnalité, les besoins, les envies, les autres vies aussi. Donc les autres personnes, familiales, etc. Les hormones, enfin, c'est tout. Et en fait, pour ça, il faut se poser et faire des tests et s'analyser, en fait. Typiquement, pour donner un exemple très concret, je suis introvertie et je travaille beaucoup mieux le matin. Donc, introvertie, ça ne veut pas dire timide, hein, ça veut dire que les humains, tout ce qui est échange humain me prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que le matin, vu que je travaille très très bien le matin et je suis très productive, j'ai décidé de ne pas prendre de rendez-vous client-cliente. Le matin, je travaille exclusivement sur des choses importantes comme de la stratégie, par exemple. Et par contre, tous mes rendez-vous vont être l'après-midi. Tout ce qui est rendez-vous, échange, partenaires, prospects, etc. Et par rapport à l'introversion aussi, je sais que si j'ai trop de rendez-vous clients dans la semaine, ça va me cramer. Au bout d'un moment, je ne vais plus avoir d'énergie. Donc j'essaye d'espacer un maximum. Et encore une fois, hein, ça c'est pas mal vu. Si je veux être au top pour mes clients-clientes, pour les prospects, pour tout le monde, il vaut mieux que je sois reposée. Donc ça sert à rien que j'essaye de tout caser un maximum. Donc quand je parle de s'écouter et s'accepter, c'est vraiment écouter ses besoins internes, mais aussi externes à soi-même, pour derrière pouvoir suivre son rythme, et essayer d'adapter son travail à son corps et ses besoins. Et quand je parle de s'accepter, c'est aussi accepter qu'on puisse refaire des erreurs, parce que c'est tout à fait possible aussi. C'est pas parce qu'on a fait un burn-out qu'on n'en refera plus jamais. Et c'est pas parce qu'on s'intéresse au slow business une fois qu'on refera pas de burn-out. Enfin voilà. Donc acceptez-vous, même si ça vous réarrive, acceptez-le. Ça ne sert à rien. Vous allez plus vous sentir mal de culpabiliser vis-à-vis de ça. Pour les salariés, parce que pas mal d'infos que j'ai données ici peut-être ne vous semblent pas très applicables, je sais qu'il y a ce livre, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, tout n'est pas bon à apprendre, hein, mais dans ce livre vous avez certaines ressources pour essayer de faire passer un petit peu les infos vis-à-vis de votre boss. Donc voilà, il y a probablement d'autres ressources, hein, mais j'en ai pas trouvé encore spécialement. Et voilà, donc on a Pokémon, avec la méthode Pokémon, avec faire des pauses, ne pas être overbooké, se concentrer sur la qualité, s'écouter et s'accepter, et travailler moins. Donc là, on a juste Pokémon. Et avec les 2 lettres bonus Pokémon, se faire confiance
et s'entourer. C'est super important de vous entourer et d'échanger avec des personnes autour de vous. C'est comme ça qu'en général, on se rend compte de ce qui va ou ce qui ne va pas chez nous. C'est en échangeant avec d'autres personnes. Donc finalement, c'est qui le ou la boss de votre vie? Eh bien, c'est vous. C'est vous qui décidez comment est-ce que vous organisez votre temps et où est-ce que vous l'allouez. Donc c'est super important que vous vous écoutiez et que vous vous acceptiez, de vous faire confiance et surtout de kiffer. Voilà, c'était le Slow Business. Et puis, on se retrouve demain, si vous voulez, pour une autre conférence sur le marketing éthique pour le forum de la CCI. Voilà.